Nouvelle grande édition d'information en direct des antennes de Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité de ce début de week-end, guerre d'occupation dans l'est du pays. Les autorités congolaises dressent un bilan lourd. 8500 Congolais tués et plus de 5500 blessés. De chiffres glaçants, l'œuvre de l'armée rwandaise et ses garçons de course AFCM 23. Vous suivrez le communiqué du gouvernement à ce sujet. Toujours dans ce chapitre de l'agression barbare et injustifiée de l'armée rwandaise sur le sol congolais et ses méthodes fallacieuses de division, le regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés dénonce une énième campagne d'intoxication contre son autorité morale, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. La deuxième force politique au Parlement congolais a fait savoir son indignation dans un communiqué rendu public jeudi 27 février. Et puis, à Kinshasa, les fourrières ou opération Kikalungu font couler les larmes aux propriétaires de véhicules taxés de mauvais stationnement. Et bien qu'interdit par le numéro 1 de la police ville de Kinshasa depuis décembre 2024, ce phénomène impose sa loi sur les artères de la capitale congolaise. C'est tout pour les principaux titres de ce journal, mesdames, messieurs, bienvenue. D'abord, cette nouvelle, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu hier jeudi 27 février 2025 avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Les échanges ont porté sur l'importance de la mise en œuvre et la résolution 2773 du Conseil de sécurité pour mettre fin aux hostilités dans la partie est de la RDC et relancer le processus diplomatique en vue d'une paix durable. Suivez-le dans cet extrait choisi par Didier Ilunga. Nous avons fait le point sur à la fois la situation et en même temps les efforts en cours et les efforts à poursuivre pour arriver le plus rapidement à des progrès. Alors les progrès sur quelle base? Eh bien, sur la base de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a été adoptée, comme vous le savez, le 21 janvier, qui a un certain nombre de messages très importants concernant notamment l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, concernant l'offensive du M23, réaffirmant la nécessité d'une cessation des hostilités et la nécessité d'une mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Par ailleurs, c'est une résolution qui contient aussi des messages importants s'agissant de la MONUSCO, une expression de soutien à la MONUSCO et aussi une expression demande plutôt visant à ce que la MONUSCO soit mise en condition de remplir pleinement son mandat, c'est-à-dire sans aucune entrave. Et vous savez qu'elle fait l'objet d'un certain nombre de restrictions et d'entraves, notamment dans la zone occupée par le M23, avec la présence, comme vous le savez, des forces du Rwanda. Les chiffres sont glaçants. Selon le ministère de la Santé publique, l'invasion de Goma par les forces de défense rwandaises et leur supplétif depuis janvier a entraîné la mort de plus de 8500 Congolais et fait plus de 5500 blessés. Une information livrée lors du briefing du gouvernement à la presse, dont on voici l'extrait nous proposé par notre consoeur Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Rien que les 2 derniers jours, nous avons reçu 19 blessés par balle et nous avons eu 23 tués dans la nuit entre le 23 et le 25. Ça, c'est vraiment pour vous dire que nous recevons en moyenne encore plus ou moins 10 tués par jour. Un peu plus de 10 tués tous les jours. Donc la situation ne s'est pas améliorée. Au total, pour ce que nous avons dans nos centres de soins, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins. Nous avons déploré plus de 1500 morts dans les centres de soins. Mais par contre, pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Et nous continuons malheureusement à recevoir, nous avons à peu près une trentaine encore de décès dans nos morgues, parce que les autres ont pu être enterrés. Et nous avons, dans la nuit du 25 au 26, déploré dans un Ganda des corps qui ont été brûlés. Et nous n'avons pas encore le nombre parce que nous sommes en train de valider. Il faut savoir que nos équipes travaillent dans des conditions très difficiles, où leurs téléphones sont surveillés, où on essaye de savoir quelles sont les informations qu'ils nous donnent. Donc nous essayons de trouver des solutions, déjà pour ne pas vraiment vous dire quelles sont ces équipes qui nous donnent des informations, mais ce sont des équipes du ministère de la Santé, parce qu'on doit protéger leur vie.
Et malheureusement, donc, comme j'ai dit, le carnage continue. Alors, en termes donc, de chiffres, c'est ça. Plus de 8500 personnes enterrées. En termes de blessés, nous sommes à 5460 blessés. Et ça, c'était avant-hier. Et hier, non, ce matin, nous avons les derniers chiffres de ce matin de 5587 blessés. Donc, ça ne fait qu'augmenter au jour le jour. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC continuent de s'aimer la terreur dans les zones sous leur occupation à l'est de la République démocratique du Congo. Recrutement forcé, pillage, bombardement sur des civils. Le gouvernement alerte sur la gravité des exactions en cours. Dernier fait en date, le massacre de civils à Bukavu lors d'un meeting causant 13 morts et plus d'une centaine de blessés. Kinshasa promet de saisir les instances internationales pour dénoncer ces crimes. De participer à ces meetings, comme ça l'était il y a quelques semaines dans le Nord Kivu. La méthode, elle est connue et c'est malheureusement le meeting forcé qui a conduit à la mort des compatriotes et les faits sont troublants. Comment vous expliquez qu'il y ait des détonations après les départs de principaux animateurs, mais que par la suite, il y ait des morts? Le ministre de la Santé à main droite aura l'occasion de revenir aussi sur le premier chiffre qu'ils ont reçu à travers les services du ministère de la Santé dans la province du Sud Kivu. Mais tout ceci se passe dans un contexte où le président de la République et tous les gouvernements est mobilisé, y compris pour que la justice se mette en place très rapidement. Vous avez vu qu'il y avait, il y a quelques jours ici, la visite du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui avait déjà rencontré le président de la République à Munich sur le sujet. Il s'est empressé de venir ici. Il était, pour vous dire, qu'il était déterminé. Il était même prêt à aller dans les zones en conflit pour s'assurer justement que l'on a commencé très rapidement à collecter les données qui permettront de mettre en place rapidement une justice qui nous permette de juger tous les bourreaux. Au-delà de ça, nous étions jusqu'à hier nuit à Genève avec la première ministre Judith Suminwa. Elle a eu l'occasion à ses propos de discuter avec Volker Turk, les hauts commissaires des Nations Unies pour les droits de l'homme, pour que la mission d'établissement de faits puisse venir très rapidement et pour que l'on puisse mettre en place aussi cette commission d'enquête pour nous permettre de réunir tous les éléments. Le tout se passe dans un cadre où, à Kinshasa, les services du ministère de la Justice et de l'auditorat sont pleinement mobilisés parce que la composante judiciaire doit être mise en place pour nous assurer que sur ces fronts, tous ceux qui commettent de crimes sur nos populations puissent en répondre. Monsieur... Halte à l'intox et à la division en cette période de crise sécuritaire. Dans un communiqué rendu public le jeudi 27 février 2025, l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés dénonce le complot contre son autorité morale, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Tout en réitérant son soutien indéfectible au commandant suprême des forces armées de la RDC, ce regroupement politique dénonce les allégations infondées et vexatoires portées par des individus identifiés qui se livrent délibérément à vilipender son leader. Jacob Kalala Chileou nous en parle dans ce récit. Le secrétariat exécutif de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA constate avec amertume qu'au moment où notre pays fait face à l'agression injuste imposée par le Rwanda et ce supplétif de l'FCM23, certaines personnes identifiées et non identifiées se livrent délibérément à vilipender son président national, l'honorable professeur Modeste Bahati-Lukwebo, à travers des allégations infondées et vexatoires en lui imputant méchamment d'être de connivence avec le mouvement rebelle AFCM23. La diffusion de ces fausses informations à travers les médias et les réseaux sociaux sont des preuves éloquentes de l'intention malveillante de toutes ces personnes de vouloir porter gravement atteinte à l'honneur, à la réputation et à l'engagement patriotique du professeur Modeste Bahati-Lukwebo. Ainsi, le secrétariat exécutif de l'FDCA informe l'opinion tant nationale qu'internationale que l'honorable professeur Modeste Bahati-Lukwebo est lui-même victime des affres de cette guerre, ayant subi la confiscation et la destruction de plusieurs biens mobiliers et immobiliers dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que la perte tragique des proches dans ces régions. Le secrétariat exécutif note que malgré toutes les cabales montées sur la base de la haine et de la jalousie, son président national, l'honorable Modeste Bahati-Lukwebo,
continue à mobiliser les jeunes Congolais en vue de s'enrôler dans notre armée nationale pour défendre la patrie. Il demeure loyal au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'ennemi. En conséquence, la FDCA condamne fermement ces accusations malveillantes et se réserve le droit d'engager les poursuites judiciaires à l'encontre de toute personne impliquée dans cette campagne de diffamation. Enfin, le président national de la FDCA réitère son appel à la paix, insiste sur la cohésion nationale et les bons vivre ensemble de tous les Congolais dans leur diversité ethnique, culturelle et linguistique, tout en condamnant avec la plus grande fermeté l'attentat survenu ce jeudi 27 février à Bukavu lors d'un meeting imposé par le rebelle de l'FCM 23 à la place de l'Indépendance et qui a causé la mort de plusieurs compatriotes et de nombreux blessés. Il adresse ses sincères condoléances et exprime sa compassion à toutes les familles endeuillées par cette guerre d'agression au nord et au sud Kivu. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, encore à la recherche de l'adhésion à leur initiative dénommée Pacte social pour la paix et le bien-vivre en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Et cette fois-ci, ils ont été reçus au palais présidentiel à Brazzaville hier jeudi par le président Denis Sassou Nguesso pour des échanges. Suivez les hommes en soutane à l'issue de cet entretien. Et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Seleka. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. Vous vous souviendrez que dans le cadre de l'accord de Sun City, celui qui était le médiateur, le président Massiri, s'est ressourcé auprès de lui. En ce qui concerne le dialogue qu'on a eu à la cité de l'OIA, piloté par Eden Kodio, c'est tous les dimanches que Eden Kodio venait se ressourcer ici. Donc c'est une grande référence pour notre pays. Et nous sommes venus justement demander son implication pour qu'il nous accompagne dans l'exécution de cette initiative que nous lui avons expliquée. Et il a trouvé l'initiative très louable et il a donné des sages conseils qui intéressera qui de droit. Et vraiment, c'est la sagesse que nous avons tirée ici. Après la publication d'un communiqué de la SANCO dénonçant la chasse et la stigmatisation des Swahiliphones à Kinshasa et dans d'autres régions, le gouvernement réagit. Il invite Monseigneur Donatien Tcholé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, à une séance de travail pour fournir des preuves étayant ces allégations. Tout en rejetant ces accusations, l'exécutif national cherche à clarifier la situation face aux inquiétudes soulevées par quelques responsables des diocèses. Suivez le porte-parole du gouvernement à ce sujet dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Et donc toutes ces horreurs-là ne peuvent pas rester sans conséquences. Et donc la question portait aussi sur comment la résolution 2773 devrait être appliquée, parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste sur la posture de texte en face des réalités qui sont celles qu'elles sont. Je pense que c'est dans cet ordre que M. Jean-Pierre Lacroix séjourne aujourd'hui à Kinshasa pour discuter de comment cela va se mettre en place. La discussion n'a pas porté que sur la question des enfants. Avec Volker Turk, par exemple, on a parlé de la question de discours de haine. Parce que si vous avez suivi le ministre des Réseaux sociaux du Rwanda, l'essentiel de sa communication ne portait que sur de mensonges de ce qui se fait en RDC. Génocide contre les Tutsis, attaque contre les Swahiliphones, tous ces mensonges de poison rwandais répandus et relayés ici ont fait l'objet de la conversation, et la Première ministre a sollicité justement du haut-commissaire la mise en place à son niveau d'un mécanisme qui va nous permettre de monitorer tous ces cas, parce qu'ici vous savez que du président de la République au dernier citoyen, nous vivons, nous, dans l'unité, malgré nos différences. Malgré nos différences. Et d'ailleurs, sur cette question, beaucoup ne le savent peut-être pas, mais le Swahili n'est pas une langue exclusive à la RDC, et que, à la différence des Bakongo, de Baluba ou des Bangala, il n'existe pas une tribu, une ethnie des Baswahili. Regardez dans les Kivu, regardez dans toute la partie est où cette langue est parlée. Et donc tous ceux qui viennent avec ces discours-là, ils viennent dans un objectif précis, celle de nous diviser.
Et le président de la République s'est déjà posé en rempart contre toute forme de discrimination. Et d'ailleurs, dès que vous enregistrez le moindre cas, il faut nous renseigner et la justice s'en chargera. Campagne de don de sang en faveur des forces armées engagées au front et les victimes de la guerre d'occupation. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature que dirige Dieudonné Badibanga Kamulita. Les magistrats se sont mobilisés le jeudi 27 février au Palais du Peuple à Kinshasa pour une campagne exceptionnelle. Un geste de solidarité et d'engagement de la part du pouvoir judiciaire en reconnaissance du sacrifice de ceux qui assument la sécurité du pays. Regardez. De poches de sang pour sauver des vies dans l'est de la RDC. Sous des tentes dressées sur l'esplanade du Palais du Peuple dans la municipalité de Lingwala, magistrats et membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature se sont relayés pour faire don de leur sang en faveur des victimes du conflit dans l'est du pays. Loin de bureaux et de salles d'audience, ils ont mis de côté les codes et procédures judiciaires pour poser un acte de générosité envers ceux qui protègent la nation, car chaque goutte compte. Donner son sang, c'est non seulement un geste vital, mais aussi un acte patriotique. Un engagement fort qui rappelle que la solidarité nationale s'exprime aussi par des actions simples. Le pouvoir judiciaire montre ainsi qu'au-delà de lois et de jugements, il partage une cause commune, celle de la vie. Pour Dieudonné Kamulita, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, ce don de sang est une contribution concrète à l'effort de guerre, à défaut de pouvoir combattre aux côtés de FARDC. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que le pays a été attaqué, et qui dit pays, c'est toute notre vie. Ça se fait aujourd'hui tout simplement parce que cela, quand c'est arrivé, personnellement, je n'étais pas au pays, je suis rentré et il y avait certains membres du bureau, de nouveaux membres qui devaient d'abord prêter serment. Maintenant que le bureau est au grand complet, nous nous sommes dit, nous montrons à toute la nation et à l'international que nous sommes d'abord Congolais. Le sang, pour nous qui sommes non pas seulement africains, mais serviteurs de Dieu, le sang c'est la vie. Nous n'avons pas une autre nation. C'est ça notre nation. Et comme on le dit en français facile, la patrie ou la mort. Comme tout le monde ne peut pas être au front, avec nos frères qui perdent de leur sang et de leur vie, nous libérons ce sang-là pour dire que en ce moment-ci, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de province, il n'y a qu'une seule nation. Derrière son chef, enfin, l'hégémonie de la RDC puisse être concrétisée et que tous ensemble nous soyons unis pour célébrer la grande victoire que nous espérons de tous nos voeux. Cette mobilisation du pouvoir judiciaire envoie un message fort, la défense de la nation est l'affaire de tous. Elle illustre également le lien entre justice et défense nationale dans la préservation de l'état de droit. Dieudonné Kamulita rassure par ailleurs que les auteurs des crimes ayant causé la mort de milliers de Congolais ne resteront pas impunis. Il y a 2 jours, j'ai reçu le procureur de la Cour pénale internationale. Ça veut tout dire. Donc aujourd'hui, nous sommes non pas seulement être résignés, non. Nous sommes dans la marche pour dire qu'il n'y a aucun crime commis sur le territoire national qui restera impuni. On traquera tous ces détracteurs-là, tous ces infracteurs et sur le plan national et sur le plan international. Sur ce plan-là, vous pouvez en être très sûr, toutes les batteries sont mises en marche pour cela. Cette campagne intervient alors que les forces armées font face à d'importants défis sécuritaires. Le besoin en poche de sang est crucial, notamment pour les blessés de guerre. Une initiative saluée par les Centres nationaux de transfusion sanguine. Outre le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, plusieurs hauts magistrats et avocats ont également donné de leur sang, un acte qui vise à attirer l'attention sur l'urgence de la situation. La démarche gouvernement d'union nationale, telle que voulue par le président de la République, continue de susciter de réactions au sein de la classe politique et dans les milieux scientifiques. Pour le professeur David Alexandre Ntchoué, un tel gouvernement ne peut pas être constitué pour satisfaire certains appétits politiques. Il devra plutôt tenir soigneusement compte des enjeux de l'heure. Nous l'avons joint au téléphone cet après-midi. Mettre en place un gouvernement d'union nationale, est-ce une bonne chose ou non ?
Pour ma part, j'estime que la réponse à ce questionnement est mitigée. Mitigée dans ce sens que la population attend d'un gouvernement de l'efficacité dans l'action publique. Et cette efficacité n'a pas d'identité individuelle, mais plutôt une identité en termes de qualité de gouvernance, c'est-à-dire des bonnes politiques, leur mise en application, un suivi rapproché, des sanctions pour avoir des résultats. C'est ce qu'attend un peuple. Alors si aujourd'hui on passe à un gouvernement national, est-ce pour rencontrer cet impératif qui est la recherche de l'efficacité étatique ou gouvernementale? Si oui, tant mieux. Si non, c'est qu'il y a un problème. Et l'expérience que nous avons vécue dans ce pays nous montre que généralement, lorsque on fait des gouvernements nationaux, c'est pour ouvrir la porte à certaines personnes qui n'étaient pas aux affaires, mais qui étaient en dehors et qui faisaient de l'opposition, peut-être pas par idéal, mais juste parce qu'on a besoin d'avoir un espace de gestion ou avoir des ressources financières. Et donc, ce genre de personnes se battent pour avoir juste une place au gouvernement et se servir. Et du coup, on ne rencontre pas les préoccupations majeures de la population. Si c'est le cas, là, on rate le coup. Mais si c'est qu'on met en place un gouvernement national pour qu'on arrive à créer cette efficacité en faisant entrer de nouvelles têtes, oui. Donc, la réponse doit être mitigée. Qu'est-ce que nous voulons au final? Nous voulons répondre aux attentes de la population ou aux attentes des individus. Si c'est la population, là, la question est celle d'avoir un gouvernement de taille limitée qui fonctionne bien et avec des résultats à la main. Peu importe le visage. Ça peut aussi être un gouvernement des membres de la majorité, mais s'ils sont efficaces et qu'ils donnent les résultats, ils délivrent. Il y a une gouvernance de qualité au niveau économique, financier, social et sécuritaire, mais tant mieux. C'est ça la vraie difficulté. À Kinshasa, posséder une voiture de luxe serait-il un défaut? Des propriétaires de véhicules font l'objet de tracasseries à travers la mise en fourrière injustifiée de leurs engins en motif infondé de mauvais parking. Une aubaine qui rapporte gros à un privé plutôt qu'à la police lors du règlement du dossier. Pourtant, ce phénomène dit Kikalungu est frappé d'interdiction du chef de la police ville-province de Kinshasa depuis le mois de décembre dernier. Patrick Loconi nous en dit plus. Une dérive intolérable, c'est une nouvelle trouvaille. Mieux une aubaine pour un privé qui s'est fait accompagner des éléments de la police provinciale dans ses forfaits en toute impunité. Les voitures remorquées accusées faussement de mauvais parking dans le rue de Kinshasa sont mises en fourrière au quartier Bakayaou dans la commune de Bandalungwa. Il est choisi pour le service contre le propriétaire de voitures saisies. Un nouveau type de terrorisme urbain contre ces derniers condamnés désormais à se sauver face à cette forme de torture, loin de dire son nom. Appelé phénomène Kikalungu, la mise en fourrière de véhicules visés au préalable est un enfer à ciel ouvert, dès lors que le règlement de chaque cas profite curieusement à un privé. Les circuits des versements des amendes exigés échappent à la DGRAD censée collecter ces taxes pour l'État congolais. Bien que frappé d'interdiction par le chef de la police provinciale, le phénomène Kikalungu prend de plus en plus de l'ampleur, consacrant une anarchie à réprimer sans hésitation. Fin de cette édition du journal, je vous rappelle ses principaux titres. Guerre d'occupation dans l'est du pays, les autorités congolaises dressent un bilan lourd, 8500 Congolais tués et plus de 5500 blessés. Des chiffres glaçants, l'œuvre de l'armée rwandaise et ses garçons de course AFC M23. Toujours dans ce chapitre de l'agression barbare et injustifiée de l'armée rwandaise sur le sol congolais et ses méthodes fallacieuses de division, le regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés dénonce une énième campagne d'intoxication contre son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. La deuxième force politique au Parlement congolais a fait savoir son indignation dans un communiqué rendu public jeudi 27 février 2025. Et puis à Kinshasa, les fourrières ou opérations Kikalungu font couler les larmes aux propriétaires de véhicules taxés de mauvais stationnement. Bien qu'interdit par le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, depuis décembre 2024, ce phénomène impose sa loi sur les artères de la capitale congolaise.
À toutes et à tous, excellent week-end en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Un grand merci aux équipes techniques et de rédaction d'y avoir travaillé de tout cœur. Notez, si vous êtes neutre dans une situation d'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Desmond Tutu, mesdames, messieurs, bonsoir.